et tout. Quel a été le moment le plus difficile, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères? Quel est le moment où vous avez perdu le sommeil, où vous étiez dans le doute? Quel est ce moment-là? Bon, il y a plusieurs moments. Bon, d'abord, quand on vient dans ce type de situation, bon, je me disais bien au début que, bon, j'ai été ministre, il n'y avait rien de nouveau. Bon, honnêtement, peut-être que je n'ai pas bien estimé la gravité, la difficulté, la complexité de la situation au début. Et après, je me suis rendu compte que le contexte était fondamentalement différent. Le niveau d'adversité était tellement élevé. Et c'est la première fois que notre pays se trouve aussi à la confluence de tant d'enjeux géopolitiques qui impliquent des grandes puissances avec des moyens extrêmement importants et avec pratiquement des menaces dirigées même contre les dirigeants. Donc ça, c'était un contexte extrêmement difficile. Et un moment aussi, quand on a commencé, il y a des moments où on était seul. Tout seul en tant que ministre des Affaires étrangères, souvent, tu ne sais pas qui appeler. Est-ce que les gens ne vous prenaient plus au téléphone? Est-ce que vous avez des anciens collègues, des anciens amis, diplomates d'autres pays qui ne vous prenaient plus au téléphone? Est-ce que vous avez vécu ça? Bon, c'est arrivé. Il y a d'autres, je peux vous raconter une histoire d'un collègue avec lequel on a fait un parcours que je considérais comme un ami. Mais bon, quand on était sous sanction, il y a un autre collègue d'un autre pays que je ne citerai pas, que vous connaissez déjà d'ailleurs, qui m'a donc reçu après une réunion régionale dans son pays pour une discussion. Mais ce collègue-là, que je considère comme un ami, l'a appelé pour dire pourquoi tu le reçois chez toi. Et il lui a répondu que si c'était toi aussi, je te recevrais. Et malheureusement, ce collègue qui faisait cette remarque a eu aussi un changement institutionnel dans son pays. Il a dû subir la même situation. Donc souvent, mais je pense que ça fait partie. Ça fait partie. Donc comme je dis, il y a des moments aussi de solitude. Dans ces choses, il y a des gens qui vont certainement tourner le dos, il y a des gens qui changent de position. Mais tout ça n'est pas irréversible parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes que nous fuyons, enfin, nous courons derrière pour chercher, bon, pratiquement, c'est eux qui viennent en sens inverse parce que je pense que nous avions une direction. C'est vrai que c'était très pénible, on nous a tapé de toutes parts, on a souffert, le pays a souffert, mais je vois qu'aujourd'hui, on commence à sortir la tête de l'eau et que bon, les gens nous regardent différemment et que même le contexte géopolitique est en train, quelque part aussi, de nous donner un cadre d'action plus favorable. Alors, il y a eu la CEDEAO. C'était, si vous voulez, le principal point d'achoppement avec la CEDEAO qui voulait une transition expéditive, qui a prononcé des sanctions et tout. Alors, nous, on veut savoir comment ça s'est passé parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Moi qui fais un peu le tour de l'Afrique, j'ai échangé avec des politiques et tout. Comment ça s'est passé au début avec la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO s'est montrée ouverte ou dès le départ, la CEDEAO n'a pas voulu vous écouter? Bon, je dois dire que la première phase de la transition à laquelle je n'ai pas pris part, après les changements qui sont intervenus, je sais que les premiers pas ont été assez conciliants avec la CEDEAO parce que les pays et la CEDEAO ont pu trouver une feuille de route pour pouvoir avancer ensemble, une transition consensuelle, un président civil, un premier ministre civil. Donc, je pense qu'il y avait quand même un espace de travail. Là où les choses ont changé, je pense avec l'arrivée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, à l'époque au colonel, donc qui a pris un peu les rênes du pays, qui voulait un travail de fondation, qui voulait amener le pays dans une autre direction de changement réel et pratiquement de rupture avec certaines pratiques qui existaient. Donc les choses ont commencé à être compliquées à partir de cet instant. Mais je pense que ce qu'il voulait aussi, c'était l'autonomie du pays parce qu'il voyait qu'on avait fait des choix sécuritaires comme des choix en matière de développement qui ne nous amenaient que dans le mur, on ne va pas s'en sortir et surtout les choix sur le plan sécuritaire allaient amener inéluctablement à la partition du pays. Et je pense que ces éléments ont contribué certainement et la CEDEAO n'avait pas une bonne lecture de la situation. Sa seule lecture était organiser des élections pendant que nous parlions de reconstruire un État. Donc je pense que ces deux visions allaient de manière antagoniste. Est-ce que c'est un problème de lecture? Est-ce que c'est parce que les gens qui ont lu un peu la situation ailleurs, ce sont les mêmes qui ont lu ici? Est-ce qu'il y avait seulement un problème de lecture de la CEDEAO? Il y avait un problème de lunettes, certainement. Il y avait un problème de lunettes parce que nous pensons que
c'était des lunettes peut-être françaises ou autres qui étaient utilisées pour regarder notre situation. Il y avait beaucoup d'interférences extérieures parce que le problème que nous avions ici, c'était essentiellement avec l'ancienne puissance coloniale, donc qui instrumentalise nos organisations pour obtenir un certain nombre d'éléments. Donc je pense que ça, ce n'était pas un secret pour nous parce que comme je l'ai indiqué, il y a des responsables qui sont venus nous voir pour nous dire, bon, nous, chassez les Russes et puis dites-nous de combien d'années de transition vous avez besoin. Et on va demander à la CEDEAO de vous foutre la paix. Donc à partir de cet instant, il y a des actes qui sont posés, les fermetures des frontières et essayer de créer des sanctions économiques, physiques pour amener à des renversements. Je ne pense pas que les pays voisins, des pays frères, puissent avoir intérêt à faire ce type d'ajustement s'il n'y a pas d'autres enjeux. Êtes-vous convaincu que ce nouveau régime, issu d'un coup d'État, défend les intérêts du peuple malien? Je ne suis pas venu, madame, pour parler de la politique, mais qui n'aime pas la liberté? Tout le monde aime la liberté. Et je n'aime pas parler souvent des problèmes politiques parce que ce que la politique occidentale et française en particulier fait en Afrique n'est pas connu par le peuple occidental et français. Donc, quand on en parle, on est souvent mal jugé parce que les gens ils ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Et justement, vous qui vivez au Mali, vous qui êtes sur place, est-ce que vous pensez que depuis l'arrivée au pouvoir de cette junte, la sécurité est mieux assurée au Mali? Est-ce qu'il y a moins d'attaques terroristes? Est-ce que le niveau de vie des Maliens a augmenté? On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, ce qu'on nous a dit. Et après la souffrance viendra le bonheur. Il faut commencer pour finir. Et vous pensez que cette junte apporte plus de liberté aux Maliens? C'est ce que j'ai entendu dans votre réponse tout à l'heure. Dans le passé, le Mali était divisé. Le Mali n'existait pas. Le Mali était divisé, vendu. Et c'est pas ce qu'on voulait, nous les Maliens. On voulait être soudés, réunis autour de la dignité malienne. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et ces gens que vous appelez poussistes sont venus, ils se sont battus, ils ont quand même récupéré tout le territoire malien. Tout n'est pas fini, tout n'est pas sécurisé, mais nous sommes sûrs et certains qu'ils vont arriver à sécuriser le Mali. Et c'est déjà ça. C'est parce que ça n'allait pas qu'ils sont venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils veulent le pouvoir. Non, ils sont venus parce que le Mali avait besoin d'eux. Et la vérité, c'est qu'il y avait un soulèvement populaire autour du président qui était là. Et ils sont venus parachever cette évolution pour ne pas qu'il y ait du sang versé. Et je crois qu'il est aimé de tout le monde. Hein. Et nous ne sommes pas pressés pour avoir le bonheur. Le bonheur, il est au bout de la souffrance. Oui, les Maliens souffrent. Hein. Je rappelle que les attaques terroristes des djihadistes sahéliens n'ont pas baissé au Mali. Selon une récente étude de l'Indice mondial du terrorisme, 40% des attaques terroristes dans le monde ont lieu dans l'Alliance des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger en 2024 et elles ont provoqué la mort malheureusement de 3000 personnes. Salif Keïta, merci de vous être exprimé sur le sujet. Faria kalo mada chemina sige ale de tumba foko